sur Abraham Lincoln pour venger les États confédérés de l'esclavagisme qui venaient d'être défaits. Et toute la nuit, le président lutta pour rester en vie. Le lendemain, le samedi 15 avril, le cœur du président cessa de battre à 7h22 du matin. Et puis, Abraham Lincoln est passé de l'histoire à la légende. Et en 1909, Léon Tolstoï est le grand écrivain du moment. Il reçoit dans sa résidence Yeslaya Poliana le comte Strakelberg, qui avait une mission demandée à Léon Tolstoï d'écrire un texte d'hommage à Abraham Lincoln. Léon Tolstoï déclina la commande du comte Strakelberg, texte destiné à être publié dans le New York World. Il déclina donc la commande et raconta une histoire au journaliste. Et le journaliste publie l'histoire dans le New York World de 1909. Léon Tolstoï raconte l'un de ses voyages dans le nord du Caucase, en plein César. Léon Tolstoï rencontre un chef de tribu, un chef musulman de tribu, vivant dans les montagnes du Caucase. Et quand on a un invité de marque comme Léon Tolstoï, on appelle les voisins, les proches, les parents pour écouter le grand savant. Ce jour-là, Léon Tolstoï parla des grands hommes de l'histoire, des hommes illustres de l'histoire. Il parla d'Alexandre le Grand, de César, de Napoléon et même de Washington. Le chef de tribu leva la main et dit à Léon Tolstoï, vous l'avez dit, vous n'avez pas dit un seul mot du plus grand général, du plus grand chef politique, de celui-là dont la voix sonnait comme une tonnerre. Il était un héros. Son nom était Abraham Lincoln. Il vient d'un pays qui s'appelle l'Amérique, si lointain que si un jeune homme devait faire le voyage, il arriverait en étant un vieil homme. Pourquoi vous n'avez pas dit un seul mot d'Abraham Lincoln? Parlez-nous de lui. Léon Tolstoï supplie. Comment ces gens-là de la tribu, de la lointaine Caucase pouvaient s'intéresser à Abraham Lincoln? Léon Tolstoï parla de Lincoln, de ce qu'il savait d'Abraham Lincoln, de son enfance, de sa jeunesse, de sa carrière politique. Le chef de tribu était tellement satisfait au point que, en guise de reconnaissance, il offrit à Léon Tolstoï un magnifique cheval arabe. Et les gens de cette tribu demandent à Léon Tolstoï de leur trouver un portrait d'Abraham Lincoln. Léon Tolstoï demande à un cavalier de l'accompagner jusqu'à la ville la plus proche. Il espérait qu'un de ses amis devait avoir une photographie d'Abraham Lincoln. Et dans la ville la plus proche, heureusement, lui, Tolstoï était et son ami avait une belle et grande photographie d'Abraham Lincoln que Léon Tolstoï donna au cavalier. Il les met en semblant. Tenez la photographie d'Abraham Lincoln. Cette anecdote, à lui seul,
montre l'immense gloire d'Abraham Lincoln. Si ces tribus du Caucase s'intéressent à Abraham Lincoln, nous devons être en mesure, nous sur cette terre africaine, sur cette terre, mais ceci aussi nous permet de dire qu'il y a plus de 2000 ans, Périclès d'Athènes nous disait que les grands hommes ont pour tombeau la terre entière. Leur mémoire ne se conserve pas seulement dans le pays où on leur élève des inscriptions, mais aussi en terre étrangère où à Dieu pour leur souvenir reste gravé dans la mémoire des hommes de justice et de dignité. La noblesse et la grandeur n'appartiennent à aucun pays, à aucune nation, à aucune race. Elles appartiennent à l'humanité. Elles appartiennent à tous ceux qui luttent pour la dignité humaine. Voilà la raison pour laquelle le personnage d'Abraham Lincoln m'intéresse. L'objet de la conférence, oui, est de parler d'Abraham Lincoln, mais Abraham Lincoln en pleine crise. La crise de la démocratie. En pleine guerre civile. Pourquoi? Notre étude est que, est-ce que les grands hommes sont-ils compatibles avec la démocratie? Les grands hommes peuvent-ils cohabiter avec la démocratie? Vous me direz, qu'est-ce qu'un grand homme? Qu'est-ce que la démocratie? Le grand homme au sens de Plutarque, au sens de Thomas Carlyle, le plus grand anglais après Shakespeare, qui dans son ouvrage Les Héros nous donne une définition pour lui de ce qu'il appelle un grand homme. Pour lui, un grand homme est fondamentalement sincère. C'est un individu essentiellement sincère, d'une sincérité élevée, authentique, incorruptible. Et la démocratie, c'est celle-là, oui, qui est système de gouvernement fondé sur le consentement mutuel, défini comme puissance du peuple, comme pouvoir du peuple, ou comme vous le savez, pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nul ne peut contester qu'Abraham Lincoln était un homme essentiellement sincère. Et vous parlez d'Abraham Lincoln, c'est vous épargner ce que vous avez de lui, ce que les réseaux sociaux parlent de lui, et tous ceux qui sont sur le développement personnel. C'est pas ce Lincoln-là qui m'intéresse aujourd'hui. Oui, nous connaissons cette partie de sa vie. Une enfance marquée par la pauvreté, marquée par des tragédies familiales, marquée par des malheurs, une carrière marquée aussi par une série d'échecs, d'humiliations. C'est ça Abraham Lincoln qu'on vous parle sur les réseaux sociaux, que tous ceux qui parlent de développement personnel utilisent. Ça Abraham Lincoln ne m'intéresse pas aujourd'hui. L'Abraham Lincoln qui m'intéresse, oui, c'est très risqué, mais je prends le risque. Oui, le point de départ de mon propos, c'est 1858. C'est arbitraire, je le sais. Mais j'ai besoin d'une méthodologie pour avancer très rapidement, pour donner quelque chose de l'essentiel. Pourquoi 1858? 1858, c'est l'année des élections sénatoriales de l'Illinois, où Abraham Lincoln affronte un homme politique populaire, l'un des hommes politiques les plus populaires des États-Unis. Son nom est Stephen Douglas, appelé le Petit Géant. Les médias organisent cette
grand débat public à travers les États-Unis. Au terme de l'élection, Abraham Lincoln est battu. Mais, profitant des débats et la manière avec laquelle il a défendu que l'esclavage était un crime, son audience au niveau national commençait à monter. Abraham Lincoln était connu malgré la défaite. Et son influence dans le parti républicain dans lequel il militait augmentait. Je rappelle, le parti républicain de l'époque était un nouveau parti, créé en 1854. Le parti républicain de l'époque était le parti progressiste, le parti qui luttait contre l'esclavage. Curieusement, c'est le parti démocrate d'aujourd'hui, à l'époque, qui était le parti esclavagiste, qui était le parti qui soutenait l'asservissement de l'esclavage. Et malgré la défaite, on voit qu'Abraham Lincoln est devenu un homme politique national connu. Et en 1860, à la surprise générale, Abraham Lincoln enlève l'investiture des républicains à la présidentielle de 1860. Donc, Abraham Lincoln, à la présidentielle de 1860, devient le candidat des républicains. Lui, dont on connaît des positions sur l'esclavage, la question explosive de la présidentielle américaine de 1860 est la question de l'esclavage. Le pays est déchiré entre les Noirs et les Blancs, entre le Nord et le Sud, entre les républicains et les démocrates, oui, entre les progressistes et les esclavagistes. L'Amérique est déchirée. C'est ce qu'il appelle dans son discours une maison divisée contre elle-même ne peut tenir debout. Mais il y a deux événements majeurs qui doivent retenir notre attention pour suivre la suite, pour connaître la suite des événements. Le premier événement majeur, c'est la loi Kansas-Nebraska de 1854 qui crée des nouveaux territoires du Kansas et du Nebraska. Cette loi abroge en même temps le compromis de Missouri, et le compromis de Missouri servait d'équilibre entre le Nord et le Sud. Mais cette loi permet en même temps de dire que le Congrès n'a plus compétence sur la question de l'esclavage. Le Congrès ne pouvait plus interdire ni autoriser l'esclavage. Le Congrès américain, avec la loi Kansas-Nebraska, le Congrès n'avait plus compétence à se prononcer sur la question de l'esclavage. Chaque localité, chaque État est libre de délibérer sur la question de l'esclavage, de dire oui, si l'esclavage est valable dans son territoire ou ne l'est pas valable. Et le danger de cette loi, c'est quoi? C'est que l'esclavage qui était ici contenu dans le Sud, avec cette loi, un nouveau territoire qui jusqu'ici était préservé est maintenant gagné par l'esclavage, ce qui fait craindre donc la montée de l'esclavage vers des territoires qui étaient ici préservés, parce que l'esclavage était jusqu'ici contenu dans le Sud. L'Amérique de 1860, c'est 31 millions d'habitants, avec 3 millions d'esclaves. 3 millions d'esclaves. Mais il y a aussi un événement en 1857, ce qu'on appelle l'arrêt Dred Scott de 1854. La décision de la Cour suprême américaine
qui, dans l'un de ses arrêts, dit que les Noirs sont inférieurs aux Blancs. Décision de la Cour suprême américaine. Cet arrêt va plus loin. Les Noirs n'ont jamais été considérés comme des citoyens américains. Cet arrêt infâme va encore plus loin. La déclaration d'indépendance et la Constitution américaine, ces deux documents ont été rédigés pour le compte exclusivement des Blancs, mais ces deux documents n'ont jamais pris en charge la question noire parce que les Noirs n'ont jamais été considérés comme des citoyens et que les Noirs sont des êtres inférieurs. Ces deux événements sont importants. Donc, c'est dans ce contexte qu'Abraham Lincoln est élu président des États-Unis le 6 novembre 1860. L'élection d'Abraham Lincoln est une onde de choc dans le Sud esclavagiste, dans ce Sud qui tient à cette institution, cette vieille institution qui est l'esclavage. Le Sud, c'est le pays du coton, contrairement au Nord, qui est le pays des défendus. Dès l'élection d'Abraham Lincoln, cet État du Sud, cet État, auquel vont rejoindre 4 autres États, vont déclarer la dissolution de l'Union américaine. Donc la dissolution des États-Unis, vont entrer en sécession et vont créer la Confédération des États-Unis. Au moment où Abraham Lincoln il a divisé en deux camps, le nord et le sud, et il a décidé de sortir de l'Union pour créer la Confédération des États du Sud. Mais la question est très complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 autres États des figures comme Karl Marx. Le poids des intellectuels dans cette guerre, des intellectuels européens. Et Karl Marx écrit à Abraham Lincoln le 29 novembre 1864. Voilà, c'est Karl Marx, le grand Karl Marx, l'auteur du Capital, ce qu'il écrit. Si la résistance au pouvoir esclavagiste avait été le mot d'ordre de votre première élection, le cri de guerre triomphal de votre réélection est mort à l'esclavage. Et tous ces intellectuels, tout ce mouvement de gauche international qui suit les événements aux États-Unis, mais qui se range derrière la position de l'Union, la position du Nord, parce que pour des intellectuels comme Marx, si l'esclavage n'est pas aboli aux États-Unis, on ne pourra pas espérer de la classe ouvrière. C'est la première bataille à gagner. Et donc, des positions de ces intellectuels et des intellectuels comme Victor Hugo vont empêcher la Grande-Bretagne et la France de reconnaître la nouvelle nation qui a été créée donc dans le Sud. Et Abraham Lincoln, qui comprit les enjeux de cette guerre, va prendre le 1er janvier 1863 ce qu'il est aujourd'hui appelé dans l'histoire la proclamation d'émancipation des esclaves. Et au moment de signer cette proclamation d'émancipation des esclaves en 1863, il a des invités. Et au moment de signer, il dit: si mon nom doit entrer dans l'histoire, ce sera par cet acte. Parce qu'il comprend ce qui se joue derrière cet enjeu. Mais la proclamation d'émancipation des esclaves ne suffit pas aussi à Abraham Lincoln. Parce qu'au moment où il sent la victoire du Nord,
Il dit, si on s'en tient à cette proclamation simplement, si demain un nouveau gouvernement arrive, le nouveau gouvernement peut invalider la proclamation du président. Le Congrès aussi peut invalider un jour la proclamation du président. Qu'est-ce qu'il fait? Il engage une lutte au niveau du Congrès américain pour ce qu'on appelle le 13e amendement, qui abolit définitivement l'esclavage aux États-Unis, ce qu'on appelle le 13e amendement. Mais il y a un événement important durant cette guerre. Cet événement important se joue à Gettysburg. Gettysburg, c'est un champ de bataille où des milliers de soldats ont perdu la vie. C'est l'un des moments les plus sanglants de la guerre civile américaine, Gettysburg. Et Abraham Lincoln décide de faire le déplacement sur le cimetière, le site du cimetière de Gettysburg, pour rendre hommage, oui, à ceux qui sont morts, parce que dès cet instant, il dit, ces soldats qui sont tombés ici ne doivent pas tomber en vain. Que ces morts, et Gettysburg, c'est l'un des plus grands discours d'Abraham Lincoln. C'est un discours que les écoliers américains récitent. Et ce discours où il dit que ces morts, décidant le fermement, ne soient pas tombés en vain, que cette nation soumise à Dieu renaisse dans la liberté et que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne disparaisse jamais de la surface de la terre. Et au lendemain de Gettysburg, les États du Nord gagnent la guerre. Abraham Lincoln est réélu pour un second mandat. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'Abraham Lincoln organise les élections en pleine guerre civile. Ce qui se cache derrière des tensions pour reporter des élections doivent apprendre de cette décision d'Abraham Lincoln. Au moment où on lui a proposé de reporter l'élection présidentielle, il dit, même si je dois perdre l'élection, le dernier mot doit toujours revenir au peuple. Regardez le contexte de notre sous-région, le contexte de notre pays, ces élections qui ont été reportées par des tensions souvent construites, imaginaires, pour rester au pouvoir. L'Amérique est traversée par une guerre, divisée par une guerre. Abraham Lincoln organise donc la présidentielle américaine de 1861. Les démocraties peuvent-elles faire face aux rébellions ou à une rébellion? Oui, la démocratie doit se défendre. La démocratie doit se défendre. Il y a des moments, lorsque la démocratie est agressée, elle doit se donner les moyens de se défendre pour la pérennité des institutions. Ce que Abraham Lincoln fait. Il a eu 3 victoires. La première victoire, c'est le maintien de l'unité de l'Union, le triomphe de l'Union. La deuxième victoire, c'est la libération des esclaves. La troisième victoire, c'est la démocratie aussi qui est sauvée comme système politique de gouvernement. Je dis toujours, imaginez si le Nord, si le Sud avait gagné cette victoire. Mais la démocratie aussi est la réconciliation. Parce qu'au lendemain de la victoire, il faut reconstruire le pays. Il faut réconcilier les citoyens. Il faut être un homme de sagesse comme Abraham Lincoln. Un homme de mesure
un homme de pondération qui dit sa haine envers personne, charitable envers tous. Ferme dans le bien pour autant que Dieu nous permette de le discerner. Engageons-nous à achever la tâche, à penser les blessures de la nation, à prendre le sort de la veuve, de l'orphelin, à construire une paix juste et durable entre nous et avec toutes les nations. On comprend par là que la paix civile se construit et se construit dans la démocratie, mais aussi la paix internationale se construit dans la démocratie, parce que la domination d'un peuple par un autre peuple entraîne toujours la guerre. Oui, finalement, mais seule la démocratie est durable. Seule la démocratie est durable. Abraham Lincoln a fait la guerre sans tomber dans la dictature. Cela signifie quoi? Oui, on peut faire une guerre civile, on peut faire face à des rébellions sans tomber dans la dictature en organisant des élections libres et transparentes. C'est une leçon aussi qu'on peut tirer d'Abraham Lincoln. Mais si l'on doit pouvoir faire la guerre en démocratie, si on doit pouvoir faire une guerre civile en restant dans la démocratie, on doit pouvoir bâtir le développement en restant dans la démocratie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si on doit pouvoir faire la guerre civile en restant dans la démocratie, en conservant des institutions démocratiques, on doit pouvoir faire le développement en restant dans la démocratie. Méfiez-vous donc de ceux qui vous disent que la démocratie est un frein pour la construction du développement. La démocratie n'a jamais constitué un frein pour la construction donc du développement. Ceux qui le disent et peut-être ont d'autres idées dans la tête que le bonheur des citoyens, que le bonheur donc des populations de leur pays. La démocratie est-elle compatible aux grands hommes? La grandeur à laquelle je parle, ce n'est pas la domination, ce n'est pas la conquête, ce n'est pas le pouvoir de domination sur son peuple, ce n'est pas le pouvoir de domination sur d'autres peuples. La grandeur en démocratie ne repose pas sur la violence, la conquête et la domination de son peuple ou d'autres peuples. La grandeur en démocratie ne repose pas non plus sur la popularité ou sur la capacité à concentrer le pouvoir entre les mains d'un individu ou d'une poignée de personnes. La vraie grandeur repose sur la justice, l'égalité et l'humilité. C'est pourquoi Abraham Lincoln est différent de César, de Napoléon et de Washington, ou de tous ses concurrents. Léon Tolstoï nous rappelle que la suprématie de Lincoln repose sur sa force morale et dans la grandeur de son caractère. Et Léon Tolstoï écrit ceci: le plus grand héroïsme est celui qui repose sur l'humanité, la vérité, la justice et la pitié. Toute autre forme est vouée à l'oubli. Et il ajoute: la grandeur de Napoléon, de César, de Washington ne constitue qu'un rayon de lune devant le soleil d'Abraham Lincoln. Pour conclure, nul n'a mieux célébré la grandeur d'Abraham Lincoln que Karl Marx. Au lendemain de son assassinat,
Au nom de l'Association internationale des travailleurs, il rend hommage aux martyrs de la démocratie et de la liberté. Karl Marx écrit, en un mot, il fut l'un des rares ayant réussi à devenir grand sans cesser d'être bon. La modestie de cet homme, grand et brave, était telle que le monde n'a découvert qu'il était un héros qu'après qu'il soit mort en martyr. C'est pourquoi l'héritage d'Abraham Lincoln appartient non seulement aux États-Unis d'Amérique, mais à toute l'humanité, à tous les peuples qui luttent pour la dignité humaine. Je vous remercie. Il y a des ressorts qui ne se brisent jamais, mais il faut les surveiller avec permanence parce que la démocratie est un projet prométhéen en permanente construction. C'est ce que j'ai retenu aussi de votre discours. Comme je l'ai dit tantôt, l'économie des États-Unis reposait sur l'esclavage. Les fondamentaux de l'économie américaine ont été bâtis sur l'esclavage, que ce soit au nord et au sud. Souvenons-nous que l'esclavage était partout. Ensuite, à la suite de différents compromis, qu'ils ont établi une ligne qu'ils disent Mason-Dixon Line, au nord de laquelle l'esclavage était interdit, au sud de laquelle l'esclavage était accepté. Mais l'esclavage était partout parce que les gens du nord investissaient dans l'esclavage. Au sud, ce sont des sociétés d'assurance, ce sont des banques, et les produits de l'esclavage, que ce soit le coton du sud, la canne à sucre, et bien d'autres produits aussi remontés vers le nord et étaient traités dans les industries du nord. Et les États-Unis ont fait leur entrée dans la révolution industrielle grâce au coton du sud, notamment à partir de l'industrie textile de la région de Boston. Ce que je voudrais ajouter ici, c'est que Lincoln était aussi un visionnaire. Il a vu tout le danger dans cette institution qui était l'esclavage. Parce qu'aucun être humain ne pourrait accepter d'être esclave à jamais. Les Africains qui ont été déportés et mis en esclavage n'ont jamais cessé de résister. Certains se sont suicidés. D'autres qui sont passés, notamment par les bois sacrés, qui ont appris la sacralité de la vie, n'ont jamais accepté de se suicider, mais sont battus. Ils ont légué cet esprit de résistance à leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle, monsieur le professeur, je vais ajouter aussi le syndrome haïtien. Et Abraham Lincoln a beaucoup appris du syndrome haïtien. Ce que beaucoup de nations occidentales appelaient le péril haïtien, ou bien le péril de l'haïtianisme. En 1791, une révolte éclate. Et ce n'était pas la première, mais c'était la plus importante, donc dans la colonie française de Saint-Domingue, la perte de l'Empire français, et qui se traduit par l'indépendance d'Haïti, première nation nègre à accéder à l'indépendance, en tout cas dans l'hémisphère occidental, et cela s'est propagé un peu partout. On ne peut pas étudier le mouvement bolivarien sans faire appel à Haïti. Il fallait freiner donc ce mouvement. Et la conséquence aussi, c'est qu'à partir de 1807, les États-Unis ferment leur territoire. On ne peut pas continuer à importer ces Africains qui vont brûler le pays comme Haïti. Et comprenez bien que quand la guerre civile a éclaté, il y avait des milliers et des milliers de ce que l'on appelait des nègres marrons dans les marécages de Louisiane, un peu partout,
et qui luttaient pour leur liberté. Et ce n'est pas moins de 250 000 Noirs qui avaient rejoint les rangs de l'Union, dont 25 000 pour la seule Louisiane, qui était un État très stratégique d'ailleurs. On dit que la guerre civile américaine, c'était la première guerre moderne. Ce n'était pas une guerre de position à l'ancienne. Lincoln et ses partisans ont compris qu'il fallait donc faire une guerre très mobile et surtout se concentrer sur des points stratégiques comme la Louisiane, le deuxième port des États-Unis au débouché d'un des plus grands fleuves de l'hémisphère occidental. Donc, malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme vous l'avez souligné tout le long de votre discours, la démocratie est un projet prométhéen. Il faut toujours se battre et ne jamais cesser de se battre. Lincoln a été assassiné et pratiquement on lui a volé sa victoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? L'esclavage a été réinventé sous un autre nom, sous d'autres formes, pendant 100 ans. C'est ce qu'ils appellent chez les Américains le système Jim Crow, la ségrégation raciale, pire que l'esclavage. Ça, il faut le demander aux descendants, aux Afro-Américains. Voilà donc, merci beaucoup pour votre discours, pour avoir su faire le lien entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se déroule actuellement en Afrique. Donc c'est un discours à la jeunesse encore une fois. Continuez de vous battre, ne jamais baisser les armes. Merci beaucoup. À présent, si vous le permettez, je crois que vous êtes là pour ça aussi. Ce n'est pas seulement le conférencier et le modérateur qui doivent parler. Nous allons donner la parole sur une thématique d'actualité. On a l'habitude d'enseigner à nos étudiants une définition d'Abraham Lincoln de la démocratie. Le gouvernement du peuple par le peuple. Mais on s'est rendu compte que c'était aussi une définition qui était forte par rapport à un contexte bien déterminé. Vous avez dans votre intervention mis en évidence la corrélation qu'il fallait trouver entre l'existence démocratique et les situations de conflit, la conflictualité de la guerre. Mais si on essaie un peu de contextualiser la réflexion par rapport au Sénégal, à travers la pensée de Lincoln, on a peut-être remarqué le poids des hommes sur l'évolution démocratique. Nous avons traversé des moments difficiles. Mais malgré tout, on s'est rendu compte que le système tient. Le système a pu résister au temps, résister aux hommes. C'est qui permet peut-être de soulever une interrogation. Et est-ce qu'on va avoir une démocratie sans démocrate? Parce que je crois que si on met en place des institutions qui sont très solides et qui parviennent quand même à réguler les conflits, à gérer les crises, mais on se rend compte que aussi parfois, ça peut tenir sur un bout de fil si la personne en charge de ses responsabilités de la démocratie ne joue pas le jeu. Je n'imagine pas, par exemple, aujourd'hui, si les autorités de l'époque, en avril, lors des événements de 24, avaient par exemple refusé de ne pas appliquer la décision du Conseil constitutionnel, ou avaient même voulu aussi employer d'autres méthodes, quelle serait notre démocratie? Parce qu'on a vu quand même aux États-Unis, malgré la prise d'assaut du Capitole, le système a tenu et bien toutes les personnes ont été jugées de la démocratie a joué. En fait, ma réflexion, c'est que finalement, la démocratie tient grâce à des hommes. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est possible d'avoir une démocratie sans démocratie? Je vous remercie, Michel le maire. Intervenir sur 3 points. D'abord, sur le témoignage. Vous avez fait une conférence sur un grand thème universel de l'humanité, fait aussi par un grand thème, cette dimension différente. Vous avez évoqué un fait important. En citant quelqu'un,
qui disait qu'un grand homme se caractérise d'abord par la grande sincérité. Et la sincérité appelle la grandeur. Un homme d'État, un dirigeant doit être sincère, porter l'humanité en soi, pour que toutes les décisions, quelles que puissent être ces formes de décision, puissent s'appuyer sur le supra de l'humain, sur la vérité et sur le vrai. Dans le cadre que je vous ai connu, je n'ai jamais vu constater une de vos décisions prises sur le plan de l'intérêt personnel. Depuis le lycée Malaisie de Thiès, sous l'ombre de ce grand papa, nous pouvons en témoigner. Le lycée et après à l'université de Dakar, au département de philosophie, à l'école de la faculté des lettres. Je n'ai jamais vu en vous une décision et même une pensée prise ou évoquée et ayant pour soubassement l'intérêt personnel. Si c'était ça, je serais pas là aujourd'hui. Et je tenais fondamentalement à le réaffirmer. Et c'est quelque chose qui est vrai en vous depuis longtemps. Autre chose aussi que j'aimerais souligner, et peut-être aussi qui manque à nos pays, je veux dire, cette façon de célébrer l'histoire, de célébrer les grands hommes. Je pense qu'il y a 3 ans, je vous ai envoyé une photo. J'étais à Washington DC, au centre de recherche sur l'Afrique et au Lincoln Trial, là où l'assassin de Lincoln a été jugé. Mais quand tu te promènes dans ce vaste domaine, dans ces chambres, ces salons et ces labyrinthes, tu as l'impression de revivre, n'est-ce pas, le procès de Lincoln, c'est constitué. Et quels que puissent être ceux qui sont au pouvoir actuellement aux États-Unis, il y a toujours cette célébration jusqu'au détail, jusqu'au respect mortel de ces hommes qui ont eu à marquer l'histoire. Et je pense que c'est ça aussi qui nous manque. Au-delà des divergences, au-delà des partis politiques, au-delà des appartenances, que ceux qui ont fait l'histoire, ça aussi participe à la grandeur du pays, célébrer Lincoln, reconstituer jusqu'au drapeau, jusqu'aux dirigeants de ces anciens États confédérés, jusqu'au plus petit détail, et in fine de montrer la grandeur de Lincoln, c'est aussi montrer la grandeur de l'Amérique. Vous voyez quel puisse être le cœur lorsque c'est l'intérêt de l'Amérique qui est en jeu, eh bien personne n'existe. Aucune autre initiative n'existe qui existe. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Et ça aussi, nous devons y faire attention. Il est important de lire des ouvrages. Il est important de prendre l'histoire. Il est important d'apprendre la démocratie. Mais il y a aussi un moyen, c'est de revoir l'histoire des hommes qui ont marqué l'humanité. Et je sais que vous en avez je ne dirais pas les idoles, mais les héros. Et je vois que ces personnes-là, qui vous intéressent, sont tous des grands hommes, des hommes sincères. Et l'un parmi eux, dans ce pays, c'est le président Mamadou Dia. On fait partie de ceux qui m'ont conduit, qui m'ont poussé davantage à faire de recherche sur le président Mamadou Dia. C'était aussi un homme très sincère. On l'accuse d'avoir commandé un coup d'État. S'il l'avait voulu, il l'aurait fait. Comme il l'a dit, on fait un coup d'État pour prendre le pouvoir. Moi, j'avais tous les pouvoirs. Dans quel pays a-t-on vu quelqu'un préparer un coup d'État et envoyer des forces militaires protéger la personne contre qui on peut faire un coup d'État? Et cette grande sincérité, c'est aussi quand il est sorti de prison. Son premier geste, c'est d'aller voir le président Senghor. Il dit, mon cher ami, maintenant oublions tout. Mais c'est aussi d'avoir dit que tout ça, moi, mon ami Joseph Mbaye, Banlieue Ndiaye, Ibrahima Sarr, eh bien, Alouta, c'était difficile à acquérir. Tout ça, j'oublie, je vous parle. Ce que je ne peux pas oublier par contre, ce que je ne peux pas pardonner, c'est le fait de voir ce que le Sénégal est devenu aujourd'hui, alors que le Sénégal pouvait être connu. Donc ça signifie que tous les actes qu'il a eu à poser n'avaient que pour but
une seule chose, le développement intégré, le développement social. Je crois que vous pouvez terminer sur cette belle note. Je vous remercie. Ouais. J'ai eu une satisfaction extrêmement grande par la trajectoire de l'ouverture de cette audience sur un grand monsieur, un homme qui était à la fois d'une teinture moraliste exceptionnelle, mais aussi d'une trajectoire de vie qui a marqué à jamais l'histoire, surtout l'histoire de la politique. Avant tout, j'aimerais faire l'économie de ma présentation. Je cherche Oumar Aïdara, je suis juriste. Mais aujourd'hui, la casquette et la connotation du juriste ne va pas m'intéresser. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un militant de la démocratie. Et à travers la trajectoire de ce militantisme démocratique, le docteur Babacar Diop a fait rayonner un grand monsieur qui fait partie pour nous, non pas d'un idole, mais une œuvre à étudier, non pas dans le sens livresque ou dans le sens formel, voire même dans la connaissance formelle, mais comme étant un modèle dans tout politique, mais étant aussi un modèle pour les générations à venir. Sur ce, j'ai une dualité interrogative à adresser à Dr Babacar Diop. Dans un contexte régional et sous-régional extrêmement tendu, où nous voyons des autorités et des personnalités qui ont une immoralité extrêmement visible, préférant se conférer au machiavélisme, au lieu d'adopter parfois la posture, mais aussi la leçon de morale inculquée par des références comme Abraham Lincoln. Aujourd'hui, quel serait l'impact d'Abraham Lincoln pour la jeunesse et pour ses autorités? Aujourd'hui, quelle est la leçon fondamentale qu'on peut tirer d'Abraham Lincoln sur toutes les politiques, mais aussi à travers la trajectoire humaine, ainsi que le devenir de l'humanité? Je vous remercie. Moi, c'est Abdoulaye Ndoye. Je suis étudiant en deuxième année de pharmacie à la faculté de médecine, de pharmacie et de nutraceunologie de Dakar. En parallèle aussi, je suis une formation politique avec mon professeur, le docteur Moussa Diop, qui est mon forum politiquement. Alors, je vais un peu en Vous avez dit docteur Moussa Diop, c'est qui? C'est mon professeur. Ah, c'est pas Babacar Diop? Non. Ah, ok, sure, ok. All right, all right. Alors, je vais un peu être un antagoniste. Alors, comme nous le savons, le parcours scolaire d'Abraham Lincoln est très actif. Il n'a pas une éducation formelle et donc j'aimerais savoir, j'ai encore deux questions. Quel rôle votre taxi a-t-elle joué dans la réussite d'Abraham Lincoln? Et aussi, est-il possible de réussir de nos jours en tout cas de réussir? Prendre la question. D'accord. Alors, j'ai dit que le parcours d'Abraham Lincoln est très actif. Il n'a pas eu une éducation formelle. Et donc, quel rôle votre taxi a-t-il joué dans la réussite d'Abraham Lincoln? Et aussi, de nos jours, est-il possible de réussir et d'accéder à d'autres responsabilités en démocratie sans avoir suivi un parcours scolaire classique comme M. Abraham Lincoln? Et une telle réussite est-elle réussie pour notre pays? Alors, c'est ça, merci. But everyone can be great because greatness is determined by service. Ladies and gentlemen, good evening. My name is Amadousis. I am a student at Cheikh Anta Diop University of Dakar, specialized in American and Caribbean studies. It's a great honor and privilege for me to stand in front of you guys to talk about this very relevant topic. Abraham Lincoln, a hero of democracy. Thank you, Mr. Mayor Babacar Diop, for a wonderful presentation, and congratulations on your presentation regarding Abraham Lincoln. Abraham Lincoln is an undoubtable figure in the United States democracy because he put the cornerstone of democracy in America. Abraham Lincoln had two missions when coming into office. The first one is to preserve the Union of the United States, and the second was abolishing the slavery in the United States. For doing so, Abraham Lincoln
come with 2 executive orders. The first executive orders